Bonjour, bienvenue dans le 8h30 Politique, votre grand rendez-vous politique du samedi matin, c'est sur France Info. Ensemble, chaque semaine, on refait le film de la semaine passée, le film des principaux événements politiques. Bien évidemment, tout à l'heure, vous retrouverez également, comme Paul, la communication politique passée à la loupe d'Antoine Baillet. Et puis vous retrouverez également, comme tous les samedis, notre coup de fil surprise, sans oublier l'actualité de notre invité ce matin. Bonjour Pascal Cherki. Bonjour. Merci d'être sur France Info. Vous êtes Merci. député PS de Paris, porte-parole de Benoît Hamon. À mes côtés et face à vous, Yael Gauze, chef du service politique de France Info, pour la première question. Yael. Bonjour David, bonjour Monsieur Cherki. Bonjour. Je vais citer votre candidat Benoît Hamon qui disait mercredi chez nos confrères de Radio Classique « Les coups de poignard dans le dos, ça me rappelle Jacques Chirac, à la fin, il a gagné ». C'est de la méthode Coué ou vous pensez sincèrement accéder au deuxième tour ? Moi, je pense, Monsieur Gauze, que de toute manière, une élection, ce sont des citoyens qui décident du résultat en allant voter. Donc, tant que ce vote n'a pas eu lieu, nous sommes en campagne et nous battons pour convaincre. Dans l'IB ce matin, à la une de l'IB, Benoît Hamon, que ce soit bien clair, je suis en campagne jusqu'au bout, dit le candidat. Il y avait un doute ? Non, mais vous savez, nous, quand on nous pose des questions, on y répond. On n'a pas l'habitude de se défiler. Réponse courte. Il n'a pas pu être candidat, lui, c'est François Hollande. Vous avez remarqué, le président de la République est entré en campagne à sa manière cette semaine. Et on ne peut pas dire qu'il vous aide beaucoup, le président. Critique implicite de Benoît Hamon, c'était jeudi dans une usine des Deux-Sèvres. Chaque fois que l'on met en place des technologies, même des robots, ça a des effets favorables sur l'emploi. Les robots ne suppriment pas l'emploi, ils améliorent l'emploi et ils en créent d'autres. C'est toujours très sibyllin avec François Hollande, mais évidemment, il s'en prenait à ce que dit votre candidat sur les robots et l'évolution du travail. Est-ce que vous l'écoutez encore, François Hollande ? Non, mais ça, c'est votre interprétation. Après, je pense que comme une écrasante majorité de Français, ça fait très longtemps que je ne prête plus attention à ce que dit le président de la République. Ça ne pèse plus, ça n'a plus d'importance ? Mais je voudrais juste répondre sur cette question-là, parce que c'est un sujet sérieux qui concerne l'avenir, et donc les hommes et les femmes qui seront en responsabilité, au pouvoir ou dans l'opposition, pas celles et ceux qui auront été en responsabilité et qui partiront à la retraite, comme le président de la République. Bon. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez un rapport qui est sorti, des études qui disent qu'en moyenne, un robot créé détruit en moyenne 6 emplois. Ça dépend des branches. Donc, Bill Gates lui-même disait qu'il fallait une taxe sur les robots pour maintenir la cohésion sociale dans son pays. Barack Obama, avant de partir de la présidence des États-Unis, a fait un discours en disant que la principale menace qui pesait sur les États-Unis dans les années qui viennent, c'était pas la menace extérieure, c'était les effets de la numérisation, de la robotisation sur le marché de l'emploi. Sur le fond, on a bien compris ce que disait Benoît Hamon, mais François Hollande, non, mais vous ce lui que je veux dites dire, mais c'est une à la affaire, retraite, non, François mais Hollande, c'est à une la affaire retraite. sérieuse, parce que c'est pas parce que c'est Oui. Monsieur Petite Phrase ou Monsieur Petite Blague que nous allons faire de la politique comme Monsieur Petite Phrase ou Monsieur Petite Blague. Voilà, c'est une question sérieuse, la robotisation. Donc bien évidemment, il y a des robots qui permettent de moderniser l'outil de production et dans la modernisation de créer des nouveaux emplois. Mais vous en avez qui en détruisent. Donc qu'est-ce que nous disons, nous ? Nous disons que il faut que quand les robots créent de la richesse et détruisent de l'emploi en même temps, dans ce cas-là, il y a une ponction de cette richesse créée pour financer la protection sociale et la formation des travailleurs qui ont été licenciés du fait de la robotisation. Je pense que c'est une manière assez moderne d'aborder cette question et qui vaut mieux que les petites phrases ou les petites blagues. Après la présidentielle, on aura les législatives, bien sûr, et la direction du Parti socialiste, votre parti, évoque déjà un nom pour mener la bataille, Bernard Cazeneuve, l'actuel Premier ministre. Non, ça il a n'est le pas bon, vrai. Il a le bon profil ? Non, ça c'est l'interprétation que certains en ont donnée, mais... Ce sont des mots utilisés mais M. Cazeneuve, après au l'élection... groupe socialiste à l'Assemblée cette Oui, semaine, ça par a été dit. certains, mais Oui. M. Cazeneuve est l'actuel Premier ministre, il ne le sera plus après les élections présidentielles, il ne sera même plus lui-même député, donc il aura renoncé à la vie politique. On ne va pas demander à quelqu'un qui aura renoncé à la vie politique de mener une campagne politique. Deuxième élément, la campagne des élections législatives, je ne conseille pas aux candidats de la faire sur la défense du bilan du quinquennat. C'est-à-dire, si ça avait été ça l'axe principal de la campagne politique, François Hollande aurait estimé qu'il était en situation de se présenter. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de regarder dans le rétroviseur. Je ne mènerai pas campagne aux élections législatives pour défendre ce qui a été fait, même s'il y a des choses utiles qui ont été faites. Je ferai campagne pour, à un moment donné, préparer l'avenir. C'est ce que nous faisons depuis le début de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron, marchepied du FN, c'était la formule de Benoît Hamon, début mars, sur France 2. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette formule ? Est-ce que vous n'injuriez pas l'avenir en prononçant ces mots ? Qu'est-ce que nous disons ? Nous disons que depuis 15 ans, on va prendre comme ça, depuis que le FN a émergé pour la première fois comme un choc, le 21 avril 2002, on se retrouve au second tour de l'élection présidentielle, les politiques qui ont été conduites, que ce soit par des gouvernements se réclamant de la gauche, ou des gouvernements de droite, sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, n'ont pas eu comme effet de faire baisser le Front National, mais de le faire au contraire augmenter continuellement. Au point qu'aujourd'hui, il était donné, en tout cas c'était une réalité,
lors des élections régionales de 2015 comme la première formation politique, avec près de 27 ou 28% des voix. Et il avait fait en 2015 autant de voix qu'aux élections présidentielles, alors que la participation était de 50% inférieure à celle de l'élection présidentielle. Donc qu'est-ce que nous disons ? Si on veut réduire l'importance du Front National dans la vie politique française, et c'est un des objectifs, il faut mener une politique qui la réduise. Or, quelle est la politique d'Emmanuel Macron ? C'est la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. On continue à baisser les dépenses publiques de l'État avec les effets délétères sur nos services publics, en milieu rural, en banlieue, dans les zones périurbaines, même maintenant dans les grandes villes. On diminue le nombre de fonctionnaires, donc on affaiblit aussi la présence de fonctions utiles dans l'éducation, et je termine, dans la police, dans les collectivités locales. Et maintenant, on rajoute une couche sur la fiscalité des très riches, en voulant faire une réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune qui fait un cadeau fiscal on l'écoute quand même, Emmanuel de 10 Macron. milliards d'euros. Donc je il termine veut là-dessus, aussi monsieur créer Gauze. de l'emploi, allez-y. Oui. C'est ce que je veux dire par là, c'est que ce sont ces politiques qui font monter le Front National. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'acheter un sursis de 5 ans, pour que dans 5 ans, ils soient encore plus forts. Donc si on veut vraiment finir avec le Front National politiquement, ce qui est notre objectif, il faut mettre en œuvre des politiques radicalement différentes. Il faut tourner une page avec ces politiques qui ont échoué. Il n'oublie pas ses fondamentaux, Emmanuel Macron, ancien ministre de l'innovation et des start-upers. C'était jeudi soir devant des chefs d'entreprise. Ce que je veux pour les 5 années qui viennent, c'est qu'ensemble, nous puissions créer cette France qui devienne la nation des start-up. C'est une nation où on encourage les start-up à innover. La France des start-up, est-ce que c'est un futur désirable pour vous ? Il y en a, et il faut accompagner la création d'entreprises et des start-up. La France est très forte dans le domaine de l'innovation. D'ailleurs, on oublie qu'on sort parfois plus de création que les Allemands. Notre problème n'est pas la création, l'innovation, il faut l'encourager. Et il faut le permettre à des personnes qui aujourd'hui en sont exclues alors qu'ils en ont les capacités, les potentialités, notamment en banlieue. Le problème après, c'est qu'une fois que vous avez créé un projet, il faut derrière que l'appareil bancaire vous aide à le financer et à transférer, et à traduire ce projet en réalité d'activité. Et moi, ce que je constate depuis des années, malgré la création de la BPI, qui a été une des belles avancées de ce quinquennat, aujourd'hui, le principal problème auquel sont confrontées les entreprises, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas le coût du travail, c'est l'accès au financement et à la trésorerie. Pascal Cherki, je vous coupe. On poursuit cette discussion, ce dialogue dans quelques instants. Auparavant, l'info sur France Info avec Léo Chapuis. Des bagarres, des pétards et des spectateurs qui envahissent le terrain. Après les débordements cette semaine lors du match entre Lyon et le Beşiktaş d'Istanbul, l'UEFA ouvre des procédures disciplinaires. Les deux clubs vont très probablement être sanctionnés. Dans l'actualité aussi, la Guyane, l'Agence régionale de santé s'inquiète des répercussions du mouvement social sur les hôpitaux. Elle appelle les établissements à déclencher le plan blanc. C'est un niveau d'alerte pour faire face au manque de personnel et d'approvisionnement donc dans les hôpitaux et les cliniques. Et puis ces jours de fête nationale en Corée du Nord, gigantesque défilé militaire dans les rues de Pyongyang. La dictature montre ses muscles, mais pour l'instant pas de nouvel essai nucléaire comme le redoutait la communauté internationale, alors que les tensions avec les États-Unis restent très fortes. France Info. Le 8h30 politique se poursuit ce matin avec notre invité Pascal Cherki, porte-parole de Benoît Hamon. On va parler de Jean-Luc Mélenchon dans quelques instants, mais on finit sur Emmanuel Macron. Il dit qu'il aura recours aux ordonnances dès l'été s'il le faut pour réformer le Code du travail. Benoît Hamon, président, est-ce qu'il se priverait de ce droit prévu par la Constitution ? Oui. Oui, concernant les grands textes économiques et sociaux, non. On ne le fera jamais. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut discuter avec les partenaires sociaux. Moi, je n'accepte pas qu'on méprise les partenaires sociaux. On ne peut pas toucher au Code du travail si on ne mène pas une concertation, et au-delà d'une concertation, une négociation pour essayer d'arriver à un compromis à défaut d'un consensus. Et puis, il faut aussi que les représentants de la nation puissent débattre. Le peuple français a très mal vécu l'affaire du 49-3. Qu'on ait privé les représentants de la nation, les élus du peuple, qui ont une légitimité issue du suffrage universel, de ne pouvoir ne serait-ce que discuter des articles et voter une loi, c'est très mal vécu, au-delà même du débat sur le contenu de la loi. Et d'ailleurs, je remarque là qu'il y a une forme de dérive autoritaire qui est très inquiétante. Et ça ne m'étonne pas d'ailleurs qu'une personne comme M. Manuel Valls, qui a été le chante, l'apologue, l'amoureux du 49-3 d'une certaine mesure,
et quelque part rejoint Emmanuel Macron. Parenthèse sur Manuel Valls, envoyé spécial, nos confrères de France 2 révélaient jeudi soir que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, a eu recours au service du SIG, le service d'information du gouvernement, pour faire des sondages sur son image, le tout pour 53 000 euros. Ça vous a surpris ? Ça me choque, et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le même temps, ce gouvernement diminuait de 10 milliards d'euros les dépenses en direction des collectivités locales, c'est-à-dire les dépenses qui servent à faire des crèches, à financer des constructions d'écoles, à entretenir les routes, à s'occuper des services de distribution d'eau, que dans le même temps, pendant près de 3 années, même si après le gouvernement avait changé heureusement, on avait gelé le point d'indice des fonctionnaires. Donc, quand on fait ce genre d'économie, on doit être soi-même extrêmement vertueux. Je n'en dirai pas plus. Benoît Hamon, candidat sous pression des sondages exploités par le camp Mélenchon pour vous demander de vous retirer. Est-ce que l'idée vous a effleuré l'esprit, du candidat Benoît Hamon dans les derniers jours ? Ce n'est pas sérieux, monsieur Gauze. Jamais un candidat ne s'est retiré dans l'histoire de l'élection présidentielle. C'est pour ça d'ailleurs... Mais c'est ce que vous demandiez à Jean-Luc Mélenchon il y a un mois ? Non, on n'a jamais demandé ça. On a toujours demandé l'ouverture d'une discussion, monsieur Gauze. C'est pour ça d'ailleurs que nous avions demandé qu'une primaire de toute la gauche ait lieu, premier élément. Que deuxième élément, quand elle n'a pas eu lieu pendant la primaire, Benoît Hamon a proposé que des discussions soient engagées avec Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot pour que nous arrivions à une bataille commune, parce qu'on est plus fort rassemblés que divisés. Yannick Jadot l'a accepté, Jean-Luc Mélenchon l'a refusé, en indiquant d'ailleurs, de son point de vue, qu'il avait un désaccord avec nous sur la question de l'Europe. Mais le retrait, il n'est pas possible pour des raisons de fond ou pour des raisons très pragmatiques, très terre-à-terre, financières, le prêt que le PS a engagé. Ça veut dire que vous vous ralliez. Moi, en politique, les ralliements, ça n'existe pas. Il y a les alliances. Voilà, l'unité, ça se construit. Ça se construit sur des plateformes, sur des programmes. Or, je pense que Jean-Luc Mélenchon est dans une contradiction. C'est qu'à la fois, il dit qu'il ne veut pas faire d'accord ou de négociation avec les formations politiques ou les courants politiques dans la vie française, puisqu'il veut un lien direct et presque césarien avec le peuple. Donc on ne peut pas être dans cette situation où on dit qu'on se désintéresse de ce que les autres pensent et vouloir à un moment donné que les autres se retirent. Bon. Donc ça ne marche pas comme ça la vie politique. Par contre, si au second tour, nous n'y sommes pas, ce qui n'est pas encore fait, monsieur Gauze, nous prendrons nos responsabilités, nous l'avons déjà indiqué. Avec Jean-Luc Mélenchon, il y a des convergences, il y a également des divergences, et du côté des divergences, il y a évidemment cette fascination pour Hugo Chavez. Le point 62 du programme, le fameux point 62, l'Alliance bolivarienne, cette organisation sud-américaine chapeautée par Cuba et le Venezuela, et à laquelle Mélenchon souhaiterait que la France adhère. Chavez qui reste la référence du candidat des Insoumis. Meeting à Lille, c'était mercredi soir. Mélenchon, le délirant projet du Chavez français. Je trouve qu'il manque d'imagination parce qu'en 2012, ils avaient écrit le petit Chavez français. Très rapidement, c'est un problème pour vous cette filiation Chavez-Mélenchon ? Je pense que c'est pas aujourd'hui l'enjeu de savoir ce qu'on va faire. 5 morts à Caracas dans les manifestations anti-Maduro. Je suis extrêmement critique et circonspect sur les dérives de l'actuel président de la République vénézuélienne. Mais je pense que l'enjeu de l'élection présidentielle, je laisse à celles et ceux qui veulent faire de l'élection présidentielle un référendum pro ou anti-Chavez le soin de le faire. Moi, je préfère m'intéresser aux problèmes concrets des Français et des Européens. On vous a demandé une réponse rapide parce que c'est l'heure du coup de fil surprise. Bonjour Daniel Simonet. Bonjour. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure, vous écoutez Pascal Cherki depuis tout à l'heure. Vous êtes une des oratrices de la France Insoumise, proche donc évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez une question à poser au porte-parole de Benoît Hamon. Oui, d'abord, on n'a jamais demandé à se retirer. Hein. Nous occupons de convaincre les électrices et les électeurs. Non, la question que j'aurais posée à monsieur Cherki, c'est Hollande qui prétendait que son ennemi serait la finance, prend dorénavant Jean-Luc Mélenchon comme ennemi. Et c'est à croire que pour monsieur Hollande, Jean-Luc Mélenchon serait même presque plus dangereux que Le Pen, hein, puisqu'il a déclaré en effet que ça sentait mauvais quand Jean-Luc Mélenchon approche des 20%, alors qu'il ne disait pas de choses aussi fortes lorsque Marine Le Pen était quasi proche des 30%. Je voudrais savoir ce que le porte-parole de M. Benoît Hamon, M. Pascal Cherki, peut réagir à cela. Non mais, cher Daniel, toi comme moi, nous avons à convaincre des électeurs de voter pour un projet. Donc le peu de temps politique qui nous reste, va pas être à commenter les propos du président de la République. Tu es d'accord avec moi ? Donc, concentrons notre énergie à convaincre les uns les autres, chacun avec nos arguments, de la pertinence d'aller voter. La question vous est adressée parce que François est un socialiste, dans c'est ce normal pays, que c'est la question vous soit l'abstention. adressée. Mais moi, je ne suis pas porte-parole du président de la République.
Et si Daniel Simonet souhaite pouvoir s'entretenir avec le président de la République, je peux lui donner le numéro de téléphone de la ligne directe du Standard de l'Élysée. Mais moi, je veux consacrer mon énergie politique à essayer de convaincre des Françaises et des Français qui sont aujourd'hui dans le doute, qui ne savent pas quoi voter, qui veulent même s'abstenir de le faire. Diabolisation à la fois de la part de François Hollande, d'une partie donc de la classe politique, et à la fois de bon nombre de médias, pour dramatiser et faire croire que la victoire de Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui est une hypothèse possible, eh bien serait considérée comme un danger. Je pense, vu la proximité de... Le seul danger, Madame Simonet, serait une éventuelle victoire du Front National. Ben, soyez plus clair, voilà, très bien. Et nous l'avons toujours dit. Donc la victoire de Jean-Luc Mélenchon, là, qui aujourd'hui est possible, serait donc à soutenir. Je pense que la victoire de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon ou d'un autre candidat républicain ne ferait pas peser une menace sur la démocratie comme pourrait faire peser le Front National. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je souhaite l'élection d'un président de la République de gauche. C'est pour ça que je me bats jusqu'au dernier moment pour convaincre de la pertinence des propositions de Benoît Hamon. Daniel Simonet ? Oui. La réponse vous a satisfait, oui. Vous disiez tout à l'heure... La réponse me va, puisque je vois qu'il y a une belle dynamique en faveur de Jean-Luc Mélenchon qui rend possible cette présence au second tour. Et il est important que toutes celles et ceux qui nous écoutent se rendent compte que là, nous avons une occasion historique Madame Simonet, à jouer et que ces diabolisations vis-à-vis du Front National contre Jean-Luc Mélenchon ne sont pas acceptables. vous disiez tout à l'heure qu'à aucun moment vous n'avez demandé à Benoît Hamon de se retirer. L'un de vos collègues porte-parole, Alexis Corbière, l'a demandé il y a quelques jours. Non, il n'a pas demandé le retrait de Jean-Luc Il a dit à Benoît Mélenchon, Hamon de prendre ses responsabilités. Non. Il a dit rendons-nous utiles, que Benoît Hamon puisse se rendre utile à la victoire de Jean-Luc Mélenchon, mais il n'a pas demandé le retrait de Benoît Hamon. Pascal Cherki, vous avez conscience... Nous avons acté que ni l'un ni l'autre ne se retirerait. Nous avions d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avait même proposé une lettre pour écrire les garanties qui seraient possibles d'une discussion commune, à laquelle Benoît Hamon n'avait pas répondu. Merci beaucoup. On vous remercie, Daniel Simonet, d'avoir été avec nous, proche de Jean-Luc Mélenchon. Vous restez avec nous, Pascal Cherki. On marque une toute petite pause, le temps des infos. Il est 8h50, on retrouve Léo Chapuis. Et dans l'actualité ce matin, le grand jour pour une vingtaine de tirailleurs sénégalais. Ils vont être naturalisés ce matin par François Hollande à l'Élysée. Une reconnaissance pour ces anciens combattants africains qui vont donc redevenir français, eux qui ont combattu sous les couleurs bleu, blanc, rouge, notamment en Algérie, mais qui avaient perdu la nationalité française au moment de l'indépendance des colonies. Ça va de nouveau coincer aujourd'hui sur les routes, week-end de Pâques, plus vacances scolaires. Ce samedi est classé orange et c'est même rouge en Rhône-Alpes. Après les incidents cette semaine lors du match entre Lyon et le Beşiktaş d'Istanbul, l'UEFA ouvre des procédures disciplinaires pour sanctionner les deux clubs. Et puis toujours en football, mais cette fois côté terrain, Paris revient à la hauteur de Monaco en tête du championnat. Victoire des Parisiens 2-0 hier soir sur le terrain d'Angers. Mais Monaco peut reprendre le large ce soir face à Dijon. France Info. Le 8h30 politique est toujours avec Pascal Cherki et Yael Gauz. On passe à présent à la communication politique comme Paul avec Antoine Baillet. Bonjour Antoine. Bonjour David. Alors on débute en prenant la direction de l'Élysée. Ouais, on a compris que ça vous plaisait pas trop pourtant, mais quand même il y a une multiplication des prises de parole de François Hollande ces derniers jours, dont j'ai fait une petite liste comme ça. François Hollande critique la taxe robot, on l'a entendu. François Hollande critique Mélenchon, on vient d'en parler. François Hollande parle au Monde sur la Syrie. François Hollande se confie à Franz-Olivier Gisbert dans Le Point. Puis il y a aussi François Hollande n'appelle pas à voter socialiste. Je voudrais qu'on l'écoute. Vous dites quoi à quelqu'un qui a voté pour vous en 2012 ? C'est quoi votre conseil ? Parce qu'on parle quand même, vous venez du Parti Socialiste, il y a un candidat du PS. Il faut aller vers ceux qui sont plutôt dans la suite. L'histoire, elle ne s'arrête pas. Et donc il faut aller vers la marche du progrès. Ça, c'est une interview de François Hollande sur Snapchat pour le média Combini. On en est là. Celui qui a été patron du PS pendant 11 ans n'appelle même pas à voter pour le Parti Socialiste, il appelle à voter pour la marche du progrès. Ça s'appelle l'acte de décès du Parti Socialiste, ça, non ? Non. Pourquoi vous dites ça ? Le Parti Socialiste existait avant François Hollande et une force politique de gauche démocratique, offensive socialement écologique, elle existera après François Hollande, heureusement. Vous êtes sûr que le Parti Socialiste survivra à cette élection ? Oui. Après, sous sa forme actuelle, avec tous ses dirigeants, non. Je veux dire, celles et ceux qui, par contre, sont allés soutenir Emmanuel Macron,
je pense à Manuel Valls ou d'autres, n'ont plus vocation à être dans la même formation politique que nous. Mais un parti politique de gauche, qui soit un parti politique offensif, écologique, social, existera. François Hollande a été premier secrétaire pendant 11 ans du Parti socialiste. Et là, quand on lui demande, est-ce que vous votez socialiste ? Et Guy Mollet pendant beaucoup plus longtemps que lui. Bon. Pardon ? Et Guy Mollet pendant beaucoup plus longtemps que lui. Je voudrais juste un mot. Et après Guy Mollet, le Parti socialiste s'est transformé pour redevenir, sous la houlette de François Mitterrand, un grand parti politique de gauche offensif. Il n'était que de passage pour vous, François Hollande, si on vous écoute. Comme tous les dirigeants. D'accord. C'est la case retraite, c'est tout. C'est le principe d'un parti politique démocratique, c'est que quand vous arrêtez vos fonctions politiques, vous êtes à la retraite et vous ne pouvez pas être à la fois partisan du renouvellement, comme l'a dit le président de la République, et considérer que les formations politiques meurent avec vous. Comment il peut faire pour réussir sa sortie maintenant ? Descendre les marches, ouvrir la porte et puis quitter le perron. C'est comme ça qu'on sort en général. Non, on peut dire au revoir à la télé, s'adresser aux Français. Au revoir, voilà, mais posez-lui la question. Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du pays pour les 5 ans à venir, déjà pour commencer. Allez, on va parler de votre candidat. Samedi soir, très tard, il était l'invité de Laurent Ruquier sur France 2, avec un échange assez surprenant. On écoute. Par le plus grand des malheurs, vous n'êtes pas au deuxième tour. Vous préférez appeler à voter François Fillon, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen ? Moi, je vais vous répondre franchement, Mélenchon. Qu'est-ce qui vous surprend ? Vous nous dites la même chose aujourd'hui. Mais attendez, monsieur, nous avons proposé lors des primaires, je vais vous prescrire des médicaments pour la mémoire, monsieur. Nous avons, non mais je dis ça gentiment, une très bonne mémoire. Allons-y. Nous avons indiqué lors des primaires que nous souhaitions un rassemblement de toute la gauche. La gauche, elle va de Mélenchon à Jadot avec les socialistes et les radicaux de gauche. Et elle s'arrête là. Nous avons réussi le rassemblement avec les écologistes et les radicaux de gauche. Pour les raisons que vous connaissez, Jean-Luc Mélenchon ayant indiqué qu'il avait avec nous des graves désaccords sur l'Europe. Ce qui est vrai. Ça, d'accord, on connaît, mais le dire avant un deuxième tour, c'est mais nous sommes des gens honnêtes. Vous partez perdant en mais disant non, ça. mais on nous a posé la question, si par malheur, vous n'êtes pas au second tour, ce qui sera un malheur. Aujourd'hui, quand on pose la question... on est Pascal cohérent. Cherki, aujourd'hui, Jean Lassalle ou Nicolas Dupont-Aignan, quand la question leur est posée, ils refusent d'y répondre. Parce que c'est un combat de deuxième tour. Mais monsieur, vous n'allez pas me demander de m'aligner politiquement sur Jean Lassalle ou Nicolas Dupont-Aignan. On parle de tactique et on parle de comment mener une campagne. Ça vous intéresse beaucoup, mais vous savez, en politique, il faut aussi être honnête. Voilà, nous sommes honnêtes. Bon, si nous ne sommes pas au second tour, bien évidemment que nous aurons à émettre un choix. Donc si par exemple nous avons un second tour Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, nous voterons Jean-Luc Mélenchon. Si nous avons un second tour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, nous voterons Emmanuel Macron. C'était ça la question qui nous était posée. Si vous n'êtes pas au second tour, mais pour éviter cela, il faut que nous soyons au second tour. Donc nous allons nous battre. Comment vous faites si Benoît Hamon n'atteint pas les 5% et le remboursement des frais de campagne ? Est-ce que c'est une hypothèse qui existe dans, aujourd'hui, le plan de financement de la campagne de Benoît Hamon ? Il les atteindra. Et si, par exemple, demain... C'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé si c'est une grosse bombe tombe sur sa voiture et qu'il meurt, comment on fait ? Bon, monsieur, moi je réponds à des questions politiques sérieuses. Voilà. Donc c'est une hypothèse qui n'existe pas dans le plan de financement de campagne de Benoît Hamon aujourd'hui. Je vous ai posé une question financière et savoir si c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout. Je me pose même pas cette question. Allez, on va parler complètement autre chose, un sujet complètement différent. Je vais vous parler d'un sujet un peu pointu qui s'appelle les algorithmes de Facebook, de Google et de YouTube. Il y a une étude qui a été dévoilée cette semaine qui s'intéresse à la manière dont les vidéos sont recommandées sur YouTube. Vous savez, vous êtes sur une vidéo sur YouTube, vous êtes en train de la regarder. Dans la colonne de droite, il y a une colonne qui s'affiche qui s'appelle « Les vidéos à suivre ». Ce sont des robots qui choisissent les vidéos qui sont placées là. Donc il y a une association qui s'appelle Algo Transparency qui a développé un petit robot lui permettant de savoir qui sont les candidats dont les vidéos remontent le plus dans cet espace. À votre avis ? Je dirais Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Asselineau. L'algorithme de YouTube recommande des vidéos comprenant le nom Asselineau plus de 2 fois plus que celles qui comprennent Benoît Hamon. YouTube a été interrogé sur le sujet. Ils ne commandent pas, ils disent que ce sont leurs robots qui commandent ça. Il faut les taxer, ces robots. non, mais votre question est beaucoup plus sérieuse qu'il n'y paraît. Je veux dire, à partir du moment où vous avez ces nouvelles technologies sont devenues très intrusives et font partie de notre vie collective, il faut en réglementer de manière démocratique le fonctionnement. C'est le même débat que l'utilisation des sondages.
c'est le même débat qu'un certain nombre de Mais choses. ça vous dessert de ne pas avoir les vidéos à suivre pour un public Je vous jeune remercie, qui regarde. je vous remercie de Pascal porter Cherki. cette question à notre connaissance et ça fait partie des choses qu'il faudra changer pour qu'il y ait une compétition démocratique qui soit loyale, équitable et transparente. Merci beaucoup Pascal Cherki d'avoir été ce matin l'invité Merci. de France Info. Merci Antoine Baillet, merci Yael Goss. C'est la fin de ce 8h30 politique. Restez avec nous évidemment, l'info continue sur France Info. Très bonne matinée.